Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. L'appel de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Deux. Le récit de l'inspecteur Legras. Ces autres cas, plus anciens, qui avaient rendu le rêve et le bas-relief du sculpteur si importants pour mon oncle, étaient au cœur de la seconde moitié de son long manuscrit. En fait, le professeur Angel avait déjà vu les contours infernaux de la monstruosité sans nom. Il s'était déjà interrogé sur le sens de ces hiéroglyphes inconnus et avait déjà entendu les funestes syllabes impossibles à rendre autrement que par Cthulhu, et tout cela en effectuant des rapprochements si incroyables et horribles à la fois, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait soumis le jeune Wilcox à un feu roulant de questions et de demandes de précision. Cette première confrontation avait eu lieu en 1908, 17 ans plus tôt, lorsque l'American Archaeological Society s'était réunie pour son colloque annuel à Saint-Louis. Le professeur Angel, ainsi qu'il seyait à un homme d'une telle stature et d'une telle autorité, occupait une place de premier plan dans tous les débats, aussi fut-il l'un des tout premiers à être interrogé par plusieurs personnes du public qui profitaient de cette occasion pour poser à l'Assemblée les questions les plus diverses, dans l'espoir d'une réponse ou lui soumettre les pires problèmes, afin de recueillir son avis éclairé. Le plus remarquable de tous ces visiteurs, et qui se retrouva très vite au centre de l'attention générale, était un homme d'âge mûr et d'aspect quelconque, qui n'avait pas hésité à faire le voyage depuis la Nouvelle-Orléans, afin de recueillir certains renseignements précis impossibles à obtenir chez lui. Il s'appelait John Raymond Legras et exerçait la profession d'inspecteur de police. Il avait apporté avec lui ce qui l'avait poussé à venir ici, une statuette de pierre grotesque, repoussante et manifestement très ancienne, dont il était incapable de déterminer l'origine. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'inspecteur Legras s'intéressait le moins du monde à l'archéologie. Au contraire, sa demande d'éclaircissement n'était dictée que par des considérations d'ordre purement professionnel. La statuette, idole, fétiche ou quoi que ce fût, avait été saisie quelques mois auparavant dans les marécages boisés du sud de la Nouvelle-Orléans, lors d'un raid visant un prétendu rassemblement vaudou. Les rites qui s'y pratiquaient étaient si singuliers, si atroces, que la police ne mit pas longtemps à comprendre qu'elle était tombée sur quelque sombre culte dont elle n'avait jamais entendu parler. Un culte infiniment plus diabolique que le plus noir de tous ceux auxquels se livrent certains cercles vaudous africains. Quant à son origine, hormis les fables extravagantes et insensées arrachées aux fanatiques appréhendés, rien n'avait pu être découvert, raison pour laquelle les policiers s'étaient tournés, en désespoir de cause, vers toutes les bribes de savoir antique, peu importe leur origine, susceptibles de les aider à identifier le terrifiant symbole et donc à remonter, grâce à lui, jusqu'à la source du culte. L'inspecteur Legras ne s'attendait pas du tout au genre de réaction que son offrande devait susciter. Un simple coup d'œil jeté sur l'objet avait suffi à plonger l'ensemble des savants dans un état d'intense excitation, et tous se pressèrent autour de lui pour contempler le minuscule fétiche dont l'étrangeté radicale et l'aura d'antiquité aussi irréfutable qu'abyssale laissaient percevoir avec une force incroyable des perspectives archaïques jamais imaginées auparavant. Aucune école de sculpture connue n'avait donné naissance à ce terrible objet, et cependant plusieurs centaines, voire milliers d'années, semblaient avoir marqué de leur empreinte sa surface indistincte et verdâtre de pierres inidentifiables. Le fétiche, qui passa ensuite lentement de main en main pour que chacun puisse le voir et l'examiner de près, mesurait entre 7 à 8 pouces de haut
et avait été exécuté avec le plus haut degré de raffinement artistique. Il représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, mais doté d'une tête ressemblant à une pieuvre, à la face grouillante de tentacules. Son corps d'apparence caoutchouteuse était recouverte d'écailles. Ses pattes postérieures et antérieures étaient pourvues de griffes prodigieuses, et de son dos dépassait une paire de longues et étroites ailes. Cette chose, d'une corpulence plutôt boursouflée, semblait empreinte d'une effroyable et inhumaine malignité, et se tenait accroupie, l'air mauvais, sur un bloc ou un piédestal rectangulaire recouvert de caractères indéchiffrables. La pointe de ses ailes touchait l'arrière du socle de pierre dont son arrière-train occupait le centre, tandis que les longues griffes incurvées de ses pattes de derrière, repliées et fléchies, enserraient un bon quart de l'avant du piédestal. La tête de céphalopode était inclinée vers l'avant, si bien que la pointe de ses tentacules faciaux effleurait le dessus de ses énormes pattes de devant qui étreignaient, du fait de la position accroupie de la créature, le haut de ses genoux. D'une manière générale, tout en elle était anormalement criant de vérité, et cela de façon d'autant plus subtilement terrifiante que l'origine du fétiche était totalement inconnue. Son extraordinaire, stupéfiante et incommensurable antiquité crevait les yeux. Cependant, rien ne permettait de la rattacher au moindre type d'art pratiqué à l'aube de la civilisation, ni d'ailleurs à celui de n'importe quelle autre époque. Hormis cela, et dans un tout autre domaine, le matériau lui-même constituait une énigme, car cette pierre savonneuse, d'un noir verdâtre, constellée de mouchetures et de stries dorées ou iridescentes, échappait à toutes les catégories connues de la géologie ou de la minéralogie. Les caractères qui couraient sur sa base étaient tout aussi déconcertants, et aucune des sommités du colloque, où se trouvaient quand même réunis près de la moitié des experts mondiaux travaillant dans ce domaine, n'eut la moindre idée de leur parenté linguistique, fût-ce la plus lointaine. À l'instar du matériau du fétiche et de son sujet, ces caractères appartenaient à quelque chose d'atrocement éloigné et distinct de l'humanité telle que nous la connaissons, quelque chose qui évoquait de manière effroyable des cycles de vie immémoriaux et impies dont notre monde et nos conceptions sont exclus. Cela dit, alors que dans un bel ensemble les savants secouaient gravement la tête et reconnaissaient leur incapacité à résoudre le problème de l'inspecteur, il se trouva dans cette assemblée un homme à qui la forme monstrueuse du fétiche et de ses hiéroglyphes parut rappeler un je ne sais quoi de bizarrement familier, un homme qui se mit aussitôt à raconter, non sans réticence, les rares bribes de savoir étrange qu'il avait acquises. Cet homme, feu William Channing Webb, enseignait l'anthropologie à Princeton et était un explorateur d'un certain renom. Le professeur Webb avait entrepris 48 ans plus tôt de parcourir le Groenland et l'Islande à la recherche de certaines inscriptions runiques qu'il ne devait jamais réussir à mettre au jour. Mais alors qu'il explorait l'extrême nord de la côte occidentale du Groenland, il était tombé sur une singulière tribu ou secte d'Esquimaux dégénérés, dont la religion était une curieuse forme de satanisme de nature ouvertement cruelle et repoussante, ce qui l'avait glacé d'effroi. Il s'agissait d'un culte que les autres Esquimaux connaissaient fort mal et qu'ils ne mentionnaient jamais sans frissonner, assurant qu'il provenait d'époques effroyablement anciennes, antérieures à la création du monde. Outre certains rites innommables et sacrifices humains, il incluait d'étranges rituels héréditaires pratiqués en l'honneur d'une antique et suprême puissance maléfique, ou Tornasuk, rites et rituels dont le professeur Webb avait établi une minutieuse retranscription phonétique auprès d'un vénérable Angekok, ou prêtre sorcier, dont il s'était efforcé de transposer les paroles en lettres romaines. Mais ce qui revêtait à présent une importance capitale, c'était le fétiche adoré par cette secte, autour duquel ces Esquimaux dansaient quand les aurores boréales resplendissaient loin au-dessus des falaises de glace. Il s'agissait, déclara le professeur Webb, d'un bas-relief de pierre fort rudimentaire, constitué d'un horrible dessin et de mystérieuses inscriptions.
Pour autant qu'il pût en juger, c'était, pour l'essentiel, une réplique grossière de la chose bestiale aujourd'hui présentée devant cette assemblée. Ces informations, accueillies avec une attention et une excitation croissantes par l'assistance, s'avérèrent 2 fois plus passionnantes pour l'inspecteur Legrasse, qui pressa aussitôt l'explorateur de questions. Ayant entendu les sectateurs des marais appréhender par ces hommes psalmodier une prière, Legrasse l'avait retranscrite et conjurait à présent le professeur de se rappeler le plus précisément possible les syllabes recueillies auprès des Esquimaux satanistes. S'ensuivit alors une séance où l'on compara méticuleusement différents points de détail, séance qui se conclut par un long silence de crainte révérentielle lorsque l'inspecteur et le scientifique convinrent tous deux que la phrase commune aux 2 rituels infernaux était presque identique, alors que plusieurs mondes les séparaient. Ce que les sorciers esquimaux et les prêtres des marais de Louisiane avaient psalmodié devant leurs idoles apparentées était, en substance, très proche de ce qui suit. Les blancs entre les mots étaient supposés correspondre aux poses traditionnellement effectuées dans la litanie récitée à haute voix. Fenglui, Boglunaf, Tulur Leyei, Wagnagl Ftakn. Sur ce point précis, Legrasse en savait plus que le professeur Webb, car plusieurs des métis appréhendés lui avaient rapporté ce que des officiants plus âgés leur avaient dit du sens de ces mots. Tel quel, ce texte correspondait à peu près à « Dans sa demeure d'Hurlier, le défunt Cthulhu attend en rêvant. » Alors, à la demande générale et pressante de l'Assemblée, l'inspecteur Legrasse raconta de manière aussi détaillée que possible ce qui lui était arrivé avec les sectateurs des marais, récit auquel, comme j'avais pu le constater, mon oncle attachait une grande importance. Il avait la saveur des rêves les plus exubérants des faiseurs de mythes et des théosophes, et trahissait chez ces parias et autres métis un degré d'imagination cosmique pour le moins surprenant. Le 1er novembre 1907, la police de la Nouvelle-Orléans avait reçu un coup de fil paniqué, lui demandant de se rendre de toute urgence dans cette contrée de lagunes et de marécages qui s'étendait au sud de la ville. Les squatteurs qui l'occupaient, pour la plupart de simples descendants des hommes de Lafitte, d'ordinaire plutôt tranquilles, étaient en proie à une terreur intense, suscitée par quelque mystérieux phénomène qui leur avait fondu dessus durant la nuit. Apparemment, cela avait un rapport avec le vaudou, mais un vaudou bien plus effroyable que tous ceux qu'ils connaissaient. Plusieurs de leurs femmes et enfants avaient disparu depuis que les battements incessants d'un tam-tam démoniaque diabolique avaient commencé à retentir au plus profond de ces bois noirs et hantés où nul n'osait s'aventurer. Des hurlements démentiels, des cris déchirants et des mélopées à vous glacer l'âme s'en élevaient également, au rythme de diaboliques sarabandes enflammées. Si bien, concluait le messager terrorisé, que les gens étaient sur le point de craquer. En conséquence de quoi, un détachement de 20 policiers entassés dans 2 voitures à cheval et une automobile partit pour les marais dès la fin de l'après-midi, guidés par le squatteur transi de peur. Lorsque la route devint impraticable, ils descendirent de leur véhicule et pataugèrent en silence plusieurs miles durant, sous le couvert de ces terribles forêts de cyprès que jamais le jour n'éclairait. De vilaines racines et de pénibles rideaux de mousse espagnole ralentissaient leur progression, tandis que, par endroits, un tas de pierres suintantes ou des ruines de murs, vestiges de quelque morbide habitat, renforçaient l'atmosphère oppressante que chaque arbre difforme et chaque îlot fongueux contribuaient à créer. Au bout d'un certain temps, le campement du squatteur, 2 misérables huttes entassées les unes sur les autres, se découpa sous les frondaisons, et les habitants hystériques vinrent en courant se presser autour du groupe de lanternes oscillantes. Les battements assourdis des tam-tams s'entendaient maintenant vaguement au loin, au plus profond des marais,
et un hurlement à vous glacer le sang retentissait chaque fois que le vent tournait. Enfin, sous les voûtes infinies de la nuit sylvestre, une lueur rougeoyante se mit à filtrer derrière de pâles broussailles. Bien qu'ils craignissent de se retrouver à nouveau seuls, les squatteurs épouvantés refusèrent catégoriquement de faire le moindre pas en direction de cette cérémonie impie. Aussi, l'inspecteur Legrasse et ses 19 collègues s'enfoncèrent-ils sans guide au sein de ces sombres galeries d'épouvante où aucun d'entre eux ne s'était jamais aventuré. La région que les policiers arpentaient à présent était en grande partie inexplorée. Elle avait traditionnellement mauvaise réputation et n'avait jamais été traversée par les Blancs. Plusieurs légendes évoquaient un mystérieux lac qu'aucun mortel n'avait jamais aperçu et où vivait une informe chose blanche, polypeuse et de grande dimension, affublée d'yeux luminescents. Et les squatteurs murmuraient que des démons aux ailes de chauve-souris jaillissaient à minuit des profondeurs de leurs cavernes souterraines pour venir l'adorer. Ils prétendaient qu'elle était déjà là avant d'Iberville, avant la Salle, avant les Indiens, et même bien avant nos bons vieux animaux et oiseaux de forêt. C'était un cauchemar incarné, et la voir, c'était mourir. Mais elle suscitait tant de rêves chez les hommes qu'ils en savaient suffisamment pour s'en tenir à l'écart. L'orgie vaudou dont retentissaient les clameurs se déroulait juste à la périphérie de cette zone abhorrée, ce qui était déjà fort inquiétant. Et il n'était pas impossible que les squatteurs aient été plus terrifiés par le lieu même de cette cérémonie que par les sons abominables et les terribles événements qui l'accompagnaient. Seule la poésie ou la folie pourrait rendre justice au bruit entendu par les hommes de Legrasse alors qu'ils progressaient laborieusement dans ces sombres marécages en direction de la lueur rouge et des battements assourdis des tam-tams. Certaines qualités vocales sont le propre des hommes, d'autres le propre des bêtes, et rien n'est plus terrifiant que d'entendre les unes jaillir de la gorge des autres. Ici, la fureur animale le disputait à la débauche orgiaque pour atteindre des sommets démoniaques où des hurlements et des râles d'extase déferlaient sur ces bois enténébrés, tels des tempêtes pestilentielles refoulées par les gouffres de l'enfer. Parfois, les ululements les plus débridés s'interrompaient pour laisser s'élever un cœur aguerri de voix rauque entonnant cette abominable phrase ou litanie. Flingluim glgnaf, ktulur liei, waganagol, ftagn. Les hommes, ayant enfin atteint une zone où la forêt était moins dense, découvrirent soudain le spectacle lui-même. 4 d'entre eux vacillèrent, un 5e s'évanouit, et 2 autres furent si choqués qu'ils poussèrent des cris frénétiques, heureusement étouffés par la cacophonie insensée de l'orgie en cours. Legrasse aspergea d'eau des marécages le visage de l'homme évanoui, et tous regardèrent, tremblants et comme hypnotisés par l'horreur, le spectacle qui se déroulait devant eux. Dans une clairière naturelle du marais, se découpait un îlot herbeux d'une surface d'à peu près 1 acre de diamètre, totalement dénué d'arbres et relativement sec. Là bondissait et se contorsionnait une horde indescriptible d'aberrations humaines, comme seul un cimé ou un angarola aurait pu la peindre. Nue comme au premier jour, cette engeance hybride braillait, mugissait et se convulsait autour d'un monstrueux feu de joie circulaire au centre duquel, révélé de manière sporadique par les déchirures du rideau de flammes, se dressait un grand monolithe de granit d'au moins 8 pieds de haut, couronné par la maléfique statuette d'une petitesse incongrue. Les corps, étrangement mutilés des pauvres squatteurs disparus, étaient accrochés, tête en bas, à 10 potences disposées à intervalles réguliers, non loin de la ceinture de flammes cernant le monolithe. Et c'était à l'intérieur de cet anneau qu'une ronde d'adorateurs caracolait, dans le sens des aiguilles d'une montre, en une bacchanale sans fin, circonscrite entre le cercle des cadavres et l'anneau de feu. Fruit de son imagination, ou bien simples échos, toujours est-il que l'un des hommes de Legrasse, un Espagnol au nerf fragile, crut entendre,
En réponse au rituel, une antienne s'élevait de cette lointaine portion des bois, plongée dans l'obscurité, si chargée de légendes et d'horreurs antiques. J'eus l'occasion par la suite de rencontrer et d'interroger cet homme, Joseph Di Galvez, mais il fit preuve d'une imagination déconcertante. En effet, il alla jusqu'à prétendre avoir aperçu le faible battement d'ailes immense, ainsi qu'avoir entrevu une gigantesque masse blanche aux yeux luisants par-delà les arbres les plus éloignés. Mais je veux croire qu'il avait un peu trop prêté l'oreille aux superstitions indiennes. À vrai dire, la pause horrifiée des policiers fut de courte durée. Le devoir passait avant tout. Et bien que cette engeance infernale comptât près d'une centaine d'officiants métis, la police, s'en remettant à ses armes à feu, se rua avec détermination au cœur du fétide attroupement. Pendant 5 bonnes minutes, le vacarme et le chaos résultant de l'assaut furent indescriptibles. Échanges de coups de poing enragés, tirs de pistolets, tentatives d'évasion couronnées de succès. Au final, cependant, Legras put compter quelques 47 prisonniers irascibles qu'il somma de se rhabiller à la hâte et de s'aligner entre 2 rangées de policiers. 5 sectateurs étaient morts, 2 autres, grièvement blessés, furent évacués par leurs camarades de détention sur des brancards improvisés. Le fétiche, bien entendu, fut soigneusement descendu du monolithe et remporté par Legras. Interrogé au quartier général de la police, après un voyage à la fois éreintant et nerveusement épuisant, les prisonniers se révélèrent tous être des individus de basse extraction, des sangs mêlés et mentalement dérangés. La plupart étaient des marins, un ramassis de nègres et de mulâtres originaires pour la majorité d'entre eux, des Caraïbes ou de l'île de Brava, au Cap-Vert, ce qui conférait à ce culte hétérogène une touche vaudou. On n'eut pas besoin de pousser plus avant l'interrogatoire pour s'apercevoir que quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus ancien que le fétichisme nègre était à l'œuvre. Aussi dégénérés et ignorants qu'ils fussent, ces malheureux n'en continuaient pas moins de défendre avec un aplomb surprenant les principes au cœur même de leur foi répugnante. Ils prétendaient adorer les grands anciens qui avaient vécu plusieurs ères avant l'apparition du premier homme et étaient descendus des cieux pour habiter notre monde, alors en sa prime jeunesse. Ces anciens avaient à présent disparu et s'étaient retirés au plus profond de la terre ou sous les océans, mais leurs dépouilles avaient murmuré leurs secrets dans les rêves des premiers hommes, et ceux-ci leur avaient voué un culte encore en activité de nos jours. Ce culte était celui des prisonniers. Il existait, assurait-il, depuis toujours et pour toujours, dissimulé dans de lointains déserts et antres obscurs disséminés aux 4 coins du globe, jusqu'au jour où le grand prêtre Cthulhu s'extrairait de sa sombre demeure de R'lyeh, la puissante cité sous-marine, pour soumettre à nouveau la terre. Le jour viendrait où il lancerait son appel quand les étoiles seraient propices. Et ce jour-là, le culte secret qu'il attendait depuis toujours serait prêt à le délivrer. En attendant, le silence était de mise. Il existait un certain secret que même la torture était incapable d'arracher. L'humanité était loin d'être la seule entité consciente à habiter cette terre, car des formes émergeaient parfois des ténèbres pour apparaître aux rares fidèles. Mais il ne s'agissait pas des grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les anciens. Le fétiche sculpté représentait bien le grand Cthulhu, mais nul n'aurait su dire si les autres anciens lui ressemblaient vraiment, et à quel point. Aujourd'hui, plus personne ne savait lire cette écriture antique, mais certaines phrases continuaient de se transmettre par le bouche à oreille. Le rituel psalmodié n'était pas ce secret qui ne devait jamais être énoncé à haute voix, mais seulement murmuré. La litanie signifiait simplement « Dans sa demeure de R'lyeh, le défunt Cthulhu attend en rêvant ». Seuls 2 des prisonniers furent jugés suffisamment sains d'esprit pour être pendus. Les autres furent remis à diverses institutions,
Tous nièrent avoir participé au sacrifice rituel et déclarèrent que les meurtres avaient été commis par d'étranges créatures aux ailes noires venues les rejoindre depuis leur ancestral lieu de réunion dans le bois maudit. Mais de ces mystérieux alliés, il fut impossible d'obtenir la moindre description cohérente. La plupart des informations que la police obtint, en revanche, provenaient d'un métis prodigieusement vieux nommé Castro, qui prétendait avoir vogué vers des ports étranges et s'être entretenu dans les montagnes de Chine avec les chefs éternels de ce culte. Le vieux Castro se rappelait certaines bribes d'horribles légendes auprès desquelles les spéculations des théosophes faisaient pâle figure et à côté desquelles le monde et l'humanité semblaient terriblement jeunes et transitoires. En des temps immémoriaux, d'autres choses avaient régné sur terre, où elles avaient bâti d'immenses cités. Leurs vestiges, prétendaient-ils avoir appris de ces Chinois qui ignoraient la mort, n'étaient autres que ces pierres cyclopéennes dressées sur certaines îles du Pacifique. Ces monstres étaient tous morts plusieurs millénaires avant l'arrivée de l'homme, mais certains procédés occultes permettraient de les ramener à la vie lorsque les étoiles seraient de nouveau correctement alignées dans le cycle de l'éternité. D'ailleurs, ils étaient eux-mêmes descendus des étoiles et avaient apporté leurs idoles avec eux. Ces grands anciens, disait encore Castro, n'étaient pas au sens propre du terme des êtres faits de chair et de sang. Ils avaient bien une forme, d'ailleurs, cette statuette stellaire ne le prouvait-elle pas, mais leur corps n'était pas constitué de matière. Quand les astres leur étaient favorables, ils pouvaient plonger d'un monde à l'autre en fendant le ciel, mais s'ils leur étaient défavorables, alors ils ne pouvaient plus vivre. Mais même s'ils ne vivaient plus, ils ne mourraient jamais tout à fait. Ils demeuraient dans leur maison de pierre à Arlier, leur puissante cité préservée par les sortilèges du grand Cthulhu, en prévision de leur glorieuse résurrection qui se produirait lorsque les étoiles et la terre seraient de nouveau prêtes pour eux. À ce moment-là, cependant, une certaine force extérieure devrait intervenir pour libérer leur corps. Les sortilèges qui les gardaient intacts leur interdisaient également de prendre l'initiative. Aussi étaient-ils condamnés à veiller dans les ténèbres où ils méditaient pendant que d'innombrables millions d'années s'écoulaient. Ils savaient tout ce qui se passait dans l'univers, car ils communiquaient par la pensée. En ce moment même, ils parlaient dans leur tombe. Quand les premiers hommes étaient apparus, après des éternités de chaos, les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modelant leurs rêves, car modeler les songes était le seul moyen qu'ils avaient de communiquer avec les esprits de chair et de sang des mammifères. Alors, poursuivit Castro en baissant la voix, ces premiers hommes fondèrent le culte dédié aux petites idoles que les grands anciens leur avaient montrées, ces idoles qu'ils avaient, en des heures indistinctes, rapportées d'obscures étoiles. Ce culte ne s'éteindrait qu'au moment où les astres seraient de nouveau alignés, lorsque les prêtres de cette religion secrète aideraient le grand Cthulhu à sortir de sa tombe, afin qu'il ramène ses sujets à la vie et se remette à régner sur la terre. Ce jour serait facile à déterminer, car ce serait celui où l'humanité ressemblerait aux grands anciens, libre, sauvage, et par-delà le bien et le mal, lorsque les hommes, rejetant toute loi et toute morale, se mettraient à hurler, à tuer et à festoyer dans la joie. Alors, les anciens, enfin libérés, enseigneraient aux hommes de nouvelles façons de hurler, de tuer, de festoyer et de se réjouir, et la terre entière s'embraserait dans un holocauste d'extase et de liberté. En attendant ce jour, le culte devait, au moyen de rites appropriés, perpétuer le souvenir de ces mœurs antiques et répandre la ténébreuse parole annonçant leur retour. À l'aube de l'humanité, certains élus s'étaient entretenus en rêve avec ces anciens enfermés dans leurs tombeaux, jusqu'au jour où un événement s'était produit. Arlier, la puissante cité de pierre, ses monolithes et ses sépulcres avaient tous été engloutis par les flots, et les profondeurs de l'océan, saturées de cette unique et mystérieuse substance primordiale, empêchant la pensée de circuler, avaient interrompu ces échanges spectraux. Mais
Son souvenir ne s'éteignit jamais, et les grands prêtres jurèrent que la cité referait surface lorsque les astres seraient propices. C'est alors que la terre avait vomi de noirs esprits telluriques, ces ombres putréfiées qu'accompagnaient de vagues rumeurs recueillies dans des cavernes creusées sous des planchers océaniques oubliés. Mais le vieux Castro n'osa pas s'étendre sur le sujet. Il s'interrompit brusquement, et aucun argument, aucune ruse ne permit de tirer de lui quoi que ce soit de plus là-dessus. Quant à la taille des anciens, curieusement, il refusa d'en parler. En ce qui concernait le culte, il croyait savoir que son siège se trouvait dans les zones désertiques d'Arabie, évitées par les caravanes, là où Irem, la cité des piliers, rêvait, inviolée, à l'abri des dunes. Il n'avait rien à voir avec le culte que pratiquaient les sorcières en Europe et demeurait pratiquement inconnu en dehors du cercle de ses adeptes. Aucun livre n'y faisait ouvertement allusion, même si les immortels chinois prétendaient que le Necronomicon d'Abdul al-Azred, l'arabe fou, contenait certaines phrases à double sens que les initiés étaient libres d'interpréter à leur guise, et notamment ce couplet, objet de tous les débats. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des airs étranges peut mourir même la mort. Le Grasse, profondément impressionné et plus dérouté que jamais, avait vainement enquêté sur les filiations historiques de ce culte. Apparemment, Castro n'avait pas exagéré en affirmant qu'il était on ne peut plus secret. Les spécialistes de Tulane University, n'ayant pu lever le voile de mystère jeté sur le culte et le fétiche, l'inspecteur s'était tourné vers les plus éminents spécialistes du pays. Mais tout ce qu'il avait obtenu, c'était le récit du voyage que le professeur Webb avait effectué au Groenland. L'intérêt fébrile suscité par le récit de Legrasse et par la statuette qui l'étayait se retrouve dans l'importante correspondance qu'échangèrent par la suite les membres du Congrès, mais est à peine mentionné dans les publications officielles de la Société. La prudence est le premier souci de tous ceux qui sont régulièrement exposés au charlatanisme et à l'imposture. Legrasse prêta quelque temps le fétiche au professeur Webb, mais il lui fut restitué à la mort de ce dernier. Depuis, il demeure chez lui, où j'ai récemment pu l'examiner. C'est un objet absolument terrifiant et incontestablement similaire à la sculpture onirique du jeune Wilcox. Je ne m'étonnais donc plus que le récit du sculpteur eût à ce point bouleversé mon oncle, car comment ne pas l'être, une fois connu, grâce à Legrasse, l'existence du culte, en écoutant ce jeune homme hypersensible qui non seulement avait rêvé de l'idole et des mêmes hiéroglyphes que ceux du fétiche des marécages et de la diabolique tablette du Groenland, mais aussi avait découvert, toujours en rêve, au moins 3 des mots exacts de la litanie psalmodiée par les Esquimaux satanistes et les métis de Louisiane. Que le professeur ait aussitôt entrepris une enquête minutieuse semblait tout à fait logique, même si, personnellement, je soupçonnais le jeune Wilcox d'avoir entendu parler du culte par un biais ou un autre et d'avoir inventé toute une série de rêves pour approfondir et entretenir le mystère aux dépens du professeur vieillissant. Même si les comptes rendus d'autres rêves et les coupures de presse rassemblées par mon oncle venaient corroborer l'existence de ce culte, mon incorrigible rationalisme et l'extravagance de toute cette affaire m'incitèrent à en tirer les conclusions qui me paraissaient s'imposer, si bien que, après avoir à nouveau soigneusement étudié le manuscrit et recoupé le récit de Legrasse avec les notes théosophiques et anthropologiques de mon oncle, je me rendis à Providence afin de rencontrer le sculpteur et de le tancer, comme il me semblait devoir le mériter, pour n'avoir pas hésité à se jouer d'un homme aussi érudit et âgé. Wilcox vivait toujours seul dans la résidence Fleur de Lys sur Thomas Street, une répugnante imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, dont la façade en stuc s'étalait au beau milieu des ravissantes maisons coloniales, perchées sur l'ancienne colline, à l'ombre du plus beau clocher géorgien de toute l'Amérique. Je le trouvai en plein travail dans son appartement, et lui concédai aussitôt, au vu des œuvres éparpillées chez lui, un authentique et profond génie. Je ne serais pas étonné si l'on parlait un jour de lui comme de l'un des grands décadents, car il a cristallisé dans l'argile et saura bientôt traduire dans le marbre ces cauchemars et chimères qu'Arthur Machen évoque en prose
et que Clark Ashton Smith nous donne à voir dans ses poèmes et tableaux. Brun, frêle et d'allure négligée, Wilcox se tourna mollement vers moi quand je frappai à sa porte et, sans quitter son tabouret, me demanda ce que je voulais. Quand je lui eus appris qui j'étais, il me témoigna un peu plus d'intérêt, car mon oncle avait d'autant plus éveillé sa curiosité en l'interrogeant sur ses rêves qu'il ne lui avait jamais expliqué les raisons de ses recherches. Je le laissai dans l'ignorance sur ce dernier point, mais essayai, au contraire, en le questionnant adroitement, de l'amener à se trahir. Je ne tardai pas à être convaincu de son absolue sincérité, car il parlait des rêves avec une candeur impossible à feindre. Ses songes et l'empreinte qu'ils avaient laissée sur son inconscient avaient profondément influencé son art, et il me montra une statuette morbide dont les contours m'arrachèrent presque un frisson de terreur, tant ils exudaient une puissante impression de noirceur. Wilcox ne se rappelait pas avoir vu l'original de cette chose ailleurs que dans le bas-relief que son rêve lui avait inspiré, ce bas-relief dont les formes avaient jailli d'elles-mêmes et comme à son insu sous ses doigts. Pas de doute, c'était bien l'entité gigantesque qui n'avait cessé de le hanter dans ses délires. Je m'aperçus bien vite que sa connaissance du culte clandestin se limitait à ce que le prêche incessant de mon oncle lui en avait révélé par mégarde, et, encore une fois, je me surpris à faire tout mon possible pour tâcher d'expliquer de quelle manière il avait pu se faire communiquer ces impressions bizarres. Il parlait de ses rêves d'une manière étrangement poétique, me faisant voir, avec une précision terrifiante, les pierres visqueuses et verdâtres de la cité cyclopéenne aquatique, dont la géométrie, ajoutait-il curieusement, était totalement de travers, et me faisant entendre, après une attente glaçante, l'incessant appel, en grande partie mentale, qui s'élevait des profondeurs. Cthulhu Ftagn, Cthulhu Ftagn. Malgré mon esprit cartésien, ces mots, qui figuraient dans le terrifiant rituel évoquant la veille onirique du défunt Cthulhu dans sa sépulture de pierre Arliei, m'affectèrent profondément. Wilcox, j'en avais la conviction, avait entendu parler du culte d'une manière ou d'une autre, puis s'était empressé d'en enfouir le souvenir parmi la quantité astronomique de ses lectures, dont la bizarrerie le disputait à celle de son imagination. Ensuite, ce souvenir, ayant marqué au fer rouge le subconscient de l'artiste, avait ressurgi dans ses rêves, et donc dans le bas-relief, puis dans la terrifiante statue que j'avais à présent sous les yeux. Bref, s'il avait cherché à mystifier mon oncle, c'était bien malgré lui, mais ce jeune homme avait de telles manières, un tantinet affecté, et faisait parfois preuve d'un tel manque de tact, que cela m'empêchait de l'apprécier tout à fait. Mais, en cet instant, je ne demandais pas mieux que de reconnaître à la fois son génie et son honnêteté. Aussi pris-je congé de lui fort courtoisement, en lui souhaitant tout le succès que son talent permettait d'augurer. Mais tout cela ne réglait pas la question du culte qui continuait de me fasciner, tant et si bien qu'il m'arrivait parfois de songer à la célébrité que me vaudraient mes recherches sur ses origines et affiliations. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, m'entretins avec Legras et d'autres acteurs du raid d'antan, examinai l'épouvantable fétiche et parvins même à interroger les prisonniers métis encore en vie. Le vieux Castro, malheureusement, était décédé quelques années plus tôt, et même si ce que j'entendis alors de manière si vivante et de source directe n'était rien de plus qu'une confirmation détaillée des écrits de mon oncle, cela excita encore plus ma curiosité. J'avais en effet l'intime conviction d'être sur la piste d'une bien réelle, fort secrète et très ancienne religion, dont la découverte ferait de moi un anthropologue de renom. Cependant, comme je continuais d'être cet indécrottable matérialiste que je rêverais de pouvoir être encore aujourd'hui, j'écartai avec un entêtement inexplicable les coïncidences troublantes que je trouvais entre les comptes rendus oniriques et les singulières coupures de presse rassemblées par le professeur Angel. L'une des choses que je commençais à soupçonner, et que je crains bien à présent de savoir, c'est que la mort de mon oncle était tout sauf naturelle. Il avait fait une mauvaise chute sur les pavés d'une étroite ruelle qui descendait abruptement vers les quais du vieux port, grouillant de métis d'origine étrangère,
après avoir été bousculé accidentellement par un matelot nègre. Or, je n'avais pas oublié que les membres de la secte de Louisiane étaient des sang-mêlés, tous plus ou moins marins, et je n'aurais pas été étonné d'apprendre l'existence au sein de ce culte de mystérieux stratagèmes et d'aiguilles empoisonnées tout aussi redoutables et anciens que ces hermétiques rituels et croyances. Le Grasse et ses hommes, il est vrai, n'avaient pas été inquiétés, mais en Norvège, un certain marin qui avait vu Dieu sait quoi l'avait payé de sa vie. Quelques sinistres oreilles auraient-elles eu vent de la minutieuse enquête dans laquelle mon oncle s'était lancé après avoir étudié le cas du sculpteur? Je pense aujourd'hui que le professeur est mort parce qu'il en savait trop ou était sur le point d'en savoir trop. Connaîtrais-je le même sort que lui? Seul l'avenir le dira, car je sais, à présent, moi aussi, beaucoup de choses. C'était L'appel de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft. 2. Le récit de l'inspecteur Legrasse. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.